à toutes et à tous et bienvenue à l'Agora des Savoirs. Je suis Anaïs Vaillant, je représente le bistrot des ethnologues de Montpellier et nous sommes très très heureux d'accueillir Charles Stepanov ce soir et de voir une salle si comble. Le bistrot des ethnologues voudrait remercier l'Agora des Savoirs, voudrait remercier la ville de Montpellier, la DRAC, l'association Contact. Et je voulais aussi vous dire qu'il y a Radio Divergence qui enregistre cette conférence, qui sera rediffusée donc sur les ondes, également sur Radio Escapade et sur le site du bistrot des ethnologues, bien sûr, où vous pouvez trouver toutes nos rencontres. On peut aussi trouver la librairie Le Grain des Mots à l'extérieur, avec les livres de Charles Stepanov. Et vous avez aussi donc des ailes, les interprètes en LSF. Voilà, Iris et Christelle qui vont se relayer. Alors, nous accueillons Charles Stepanov ce soir pour parler de son dernier ouvrage « Attachement », enquête sur nos liens au-delà de l'humain, donc paru il y a quelques mois à la découverte. Nous vous proposons une discussion de, on va dire, environ 45 minutes avec Charles, et puis ensuite il y aura des questions possibles de votre part, voilà, avec notre intervenant. Alors Charles Stepanov, bienvenue donc. Merci beaucoup, toutes mes excuses pour mon retard et merci d'avoir patienté jusqu'à maintenant. Donc vous êtes anthropologue, ce n'est pas un secret. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS, membre du laboratoire d'anthropologie sociale, ethnologue spécialiste de la Sibérie. Vous avez travaillé sur le chamanisme, sur les relations que les groupes humains entretiennent au-delà de l'humain avec l'invisible. Vous avez publié Voyage dans l'invisible, technique chamanique de l'imagination. Des relations aussi que les humains entretiennent avec les animaux. Vous avez publié L'animal et la mort, chasse, modernité et crise du sauvage. Vous avez également donc effectué des terrains de recherche donc, auprès des chasseurs en France. Donc ce soir, nous parlons de cet ouvrage Attachement qui traite principalement des phénomènes de domestication. Donc on va parler de ça ce soir, domestication des plantes, des animaux. Vous remettez en question un modèle explicatif dominant des relations entre les humains et leur environnement et des organisations sociales en général. C'est un livre foisonnant avec une ethnographie vraiment plurielle et aussi multidisciplinaire. On y reviendra, mais il y a de la philosophie, bien sûr, de l'anthropologie, de l'histoire, de la préhistoire, de l'archéologie, de la botanique, de l'écologie, de l'agronomie, de la génétique, de l'éthologie, de la science politique. Et vous déconstruisez donc, par rapport donc, à ces phénomènes de domestication, les oppositions très convenues entre ce qu'on appelle le domestique et le sauvage, entre le sauvage et le civilisé, entre par exemple cette idée des chasseurs-cueilleurs égalitaires et d'agriculteurs, domesticateurs et dominateurs. Nous allons rentrer là ce soir dans votre théorie des attachements, d'attachements polymorphes, qui est selon vous donc un principe fondateur des cultures humaines. Et nous allons parler aussi de détachement, du coup, qui serait à l'origine d'un déclin des savoirs écologiques. Alors, pour commencer, j'aimerais vous demander comment vous êtes devenu anthropologue en venant de la philosophie. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est la Sibérie qui vous a fait devenir anthropologue ou l'inverse, l'anthropologie qui vous a emmené en Sibérie déjà? Et pourquoi, quand on décide de travailler sur les sciences humaines, on s'intéresse à ce qui est au-delà de l'humain? Oui, alors c'est un peu les deux, à vrai dire. J'ai commencé effectivement en philosophie. Je pense que tout le monde voit ce que c'est. Des réflexions sur des auteurs un peu spéculatives. Et je m'intéressais aux usages du langage chez les humains, au langage poétique, comment on agit à travers des actes de parole. Et finalement, j'en suis venu à la question de comment parfois les humains essayent de transformer le monde à travers des paroles, donc à travers des paroles magiques, des actes rituels, des paroles performatives. Et j'ai rapidement compris que par la réflexion personnelle
en cabinet ou en bibliothèque, je n'obtiendrais pas de réponse satisfaisante et que je ferais mieux de m'ouvrir au monde, de partir, d'aller rencontrer des sociétés humaines qui m'apporteraient des réponses originales que moi, j'aurais jamais seul imaginées. Donc c'est ça, la démarche anthropologique. Elle a beaucoup de questionnements communs avec la philosophie, mais dans sa méthode, elle a ceci de particulier qu'elle se fonde sur l'enquête de terrain, l'enquête immersive, c'est-à-dire que nous allons partir assez loin souvent, mais ça peut être proche, pas nécessairement sur un autre continent, pour vivre dans un mode de vie différent d'une autre. Ça va impliquer d'apprendre une langue qui n'est pas la nôtre, hein, si on est dans une région étrangère, et d'apprendre pas seulement une langue, en fait, toutes sortes de pratiques, des gestes, des protocoles, des interdits, des façons de faire, de marcher, de s'asseoir, qui sont différentes. Donc c'est une expérience qu'on vit dans notre corps. L'enquête de terrain, on réapprend, on redevient un petit enfant, hein. On apprend à parler, on apprend à bien se tenir, on fait plein de gaffes, et c'est en faisant ces gaffes, en suscitant les sarcasmes, hein, un peu de l'entourage, et bien qu'on va en fait comprendre des règles qui sont différentes des nôtres. Donc dans mon cas, ça a été ce souhait de faire de l'enquête de terrain, alors sur des pratiques rituelles, donc, qui m'amenait à m'intéresser au chamanisme. Et puis il s'est trouvé que j'ai passé 1 an comme enseignant de littérature française en Russie, à Saint-Pétersbourg. Je ne parlais pas le russe, donc je l'ai appris sur place. Et parmi mes étudiants, il y avait des personnes, des jeunes garçons et des jeunes femmes qui venaient de Sibérie, qui appartenaient au peuple des Tuvas, qui pratiquaient dans cet internat d'architecture soviétique effrayant, qui pratiquaient des rituels de fumigation avec du genévrier qu'ils avaient apporté de Sibérie. Et ils m'ont montré des photos, ils m'ont parlé, ils m'ont dit si tu veux y aller, prends un billet de train de transsibérien. Et c'est ce que j'ai fait, j'avais des contacts, et voilà c'est comment je me suis retrouvé en Sibérie. Et finalement, ça m'a plu, et j'ai fait de ce groupe et ce mode de vie, les Tuvas, ma spécialité en consacrant ma thèse en 4 ans. Alors ça m'amène à rentrer donc dans l'ouvrage qui est donc composé de plusieurs parties, de 3 parties. La première s'appelle « S'attacher ». Et justement, vous parlez de communication, dans cette première partie, de communication rituelle et de langage interespèce. Alors, vous rappelez que les humains sont polyglottes, mais pas au sens de seulement de parler plusieurs langues étrangères, mais polyglotte interespèce. Vous parlez même de musique des attachements, c'est-à-dire, donc il y a la communication rituelle, mais il y a aussi des formes de communication avec les animaux qui sont très... qu'on remarquerait même pas, qu'on soupçonnerait pas d'être une forme de polyglossie. Et on pourrait même imaginer que la musique ferait partie donc de la musique en général, viendrait de là, peut-être. Oui, c'est ce qui est frappant quand on fait donc l'ethnographie et qu'on va comparer ce que nous on a observé sur un terrain, moi en l'occurrence sur les Tuvas, avec des ethnographies menées par des collègues qui travaillent en Amazonie, en Australie, en Afrique et ailleurs. Et finalement, il est frappant de constater que le langage, c'est pas le seul mode de communication des humains. Il y en a beaucoup d'autres. Parce que les humains ne s'adressent pas pour communiquer uniquement à des adultes maîtrisant le langage, mais aussi à des plantes, à des animaux, à des êtres du paysage, à des bébés aussi, peut-être on en reparlera après, mais notre communication au sein de notre espèce ne peut pas se réduire au langage, puisqu'il y a des êtres non langagiers parmi les humains, qui sont en particulier les bébés. Donc, avec les animaux, il y a des... Alors, je me suis intéressé au cas des appels, les huchements, on appelle ça, qui sont des cris, des sifflements, des mélodies aussi. Ça peut être de la musique. En Europe de l'Est, il y a des flûtes particulières chez les bergers bulgares, par lesquelles le berger communique avec sa brebis préférée au sein du troupeau, qui est une brebis qui a été apprivoisée, biberonnée quand elle était petite, et qui devient un animal meneur au sein du troupeau. Donc la communication avec le troupeau passe en fait
par une mélodie particulière que la brebis reconnaît, elle ne va pas se tromper, elle ne va pas venir à l'appel d'un autre berger. Et avec de fait son attachement donc, envers le berger, elle va se rapprocher de lui et emmener avec lui tout le troupeau. Donc la musique ici est une médiation absolument essentielle pour comprendre le pastoralisme. Je donne un exemple bulgare, mais en fait c'est absolument universel. Le pastoralisme est une source de musique à travers le monde. On peut penser aux chants tyroliens qui sont bien connus, qui sont des adresses aux troupeaux loin dans les Alpes, pour les réunir, les appeler, les rassurer quelquefois. Il y a des mélodies huchées chez les peuples d'Asie centrale et d'Asie septentrionale, étudiées par un collègue, Frédéric Léotard, qui a montré qu'il existe des modèles, des types musicaux particuliers à ces mélodies adressées aux animaux d'élevage, aux brebis, aux vaches, qui sont communs à travers l'Asie centrale chez de nombreux peuples de langue des Kirghizes jusqu'au Touva, chez qui j'ai travaillé, de Sibérie du Sud. Donc on a ici une culture musicale partagée sur des milliers de kilomètres par de nombreux peuples, séparés depuis par une histoire, des histoires extrêmement variées, et qui, à chaque fois, ces répertoires musicaux permettent aux humains, aux pasteurs, de communiquer avec leurs troupeaux. Alors ça peut paraître étonnant, mais j'ai une collègue australienne qui a travaillé en Mongolie et qui a fait un recensement des chants et des appels adressés par les bergers mongols à leurs troupeaux et qui a pu observer que déjà ils sont très très nombreux pour différentes espèces, différents appels avec différentes significations. Et les animaux y répondent très largement positivement. C'est-à-dire que ça marche, ils comprennent. Ils réagissent correctement quand on leur dit en avant ou en arrière, mais pas dans le langage humain, mais avec des sifflements, des appels particuliers. Donc, pour entretenir ces relations avec les troupeaux, avec les chevaux, avec les chiens également, les humains ont inventé un répertoire sonore extraordinaire qui fait partie en fait des écologies de nos attachements au-delà de l'humain. Voilà, c'est ça qui m'a intéressé en élargissant, en prenant différents exemples et en m'intéressant à ce qui va au-delà même de l'animal. Finalement, c'est pourquoi les humains ont eu cette nécessité de créer des codes différents du langage pour communiquer avec des brebis et des vaches. Tout simplement parce que, évidemment, brebis et vaches ne comprendraient pas si on leur parlait en langage humain avec de la syntaxe. Donc il a fallu faire preuve d'innovation communicationnelle avec ces êtres non humains, différents de nous. Et finalement, il y a des traits communs avec la communication rituelle. Ce qui m'est apparu par la comparaison, c'est qu'à l'intérieur même des appels aux animaux, il y a des évocations des esprits ou des divinités. Il y a des aspects musicaux qui sont communs aux appels aux animaux et aux appels aux esprits et aux divinités. Finalement, pourquoi ? Parce que c'est les mêmes enjeux, c'est le même problème. Comment arriver à communiquer avec des êtres avec lesquels nous ne pouvons pas entrer en discussion ? On ne peut pas discuter en face à face avec une divinité ou avec un esprit. Donc on est dans une problématique commune et avec des innovations, des inventions assez semblables de la part des humains qui vont mobiliser plusieurs sens, le contact, la musique, donc nos capacités paralinguistiques, tout ce qu'on exprime par les émotions en utilisant nos vocalisations et qui ne passe pas par la sémantique. Et finalement, c'est quelque chose que saint Augustin observait déjà dans l'Antiquité. Il remarque que certains chants liturgiques, les Alléluia, sont des vocalises avec des voyelles très longuement répétées sur différentes hauteurs. C'est le chant grégorien ou les chants liturgiques orthodoxes ou même dans d'autres religions. Et il remarquait que ça ressemble au chant des paysans dans les champs de travail. Il faisait cette observation qui est très juste et qui est confirmée par des spécialistes d'ethnomusicologie actuellement. Donc, parce qu'il s'agit de s'adresser au-delà du langage, à des êtres très différents de nous. Donc les humains
ont créé, on peut dire, des formes de code de communication semblables pour s'adresser à leurs bœufs dans les champs de labour et à leurs dieux dans le champ liturgique. Et donc les bébés dans tout ça, voilà, il y a ce lien aussi, cet attachement et un langage donc vraiment spécifique aussi que les humains ont avec leurs petits. Voilà, alors j'ai continué la comparaison, après de passer de la communication avec les animaux qu'on a évoqué, communication avec les divinités. Eh bien, il y a aussi un domaine énorme et fondamental où les humains dépassent largement les limites du langage, c'est la communication avec leur propre bébé. Même problème, hein, les bébés, bien qu'ils soient quand même beaucoup plus matériels et concrets que les esprits, eh bien, on ne peut pas se contenter de communiquer avec eux par le langage. Donc là, il est nécessaire de faire preuve d'innovation, donc de faire preuve d'utiliser des canaux multisensoriels, donc évidemment, communication tactile, olfactive avec les bébés, c'est très important, gustative avec l'échange de substances, le lait. Et puis, des études comparatives récentes en psychologie, avec des études acoustiques, ont montré que dans les utilisations de la parole, des vocalisations chez les humains s'adressant à leur bébé, il y a des traits communs à travers toutes les cultures. Partout, les humains, quand ils s'adressent à des bébés, ils modifient leur voix. Et vous pouvez l'observer sur vous-même. Face à un bébé, vous allez remarquer, de façon quasi involontaire, on se met à avoir une voix plus aiguë. On simplifie la grammaire, évidemment. On a une voix plus émotionnelle. On marque beaucoup plus d'émotions. C'est très frappant. En fait, c'est tellement frappant qu'on a fait écouter des enregistrements de voix d'adultes parlant à des bébés à des personnes d'autres langues, d'autres cultures, et en majorité, les gens ont été capables d'identifier et de dire ça, cette personne, elle s'adresse à un bébé, et dans d'autres cas, à un adulte. Donc c'est un test qui a été mené. Même chose pour les berceuses. Les berceuses ont des propriétés acoustiques particulières qui les distinguent des autres formes de mélodie, des autres formes de chant, de façon universelle. Alors ça, c'est extrêmement frappant. Il y a des études récentes qui le montrent avec des milliers d'enregistrements, donc c'est assez robuste comme étude. Ça nous dit que les humains ont développé, à côté du langage, des formes de communication vraiment dédiées à l'adresse au bébé. Et en fait, on n'est pas les seuls. Il y a d'autres mammifères qui ont développé ces formes de communication. C'est bien compréhensible parce que c'est lié souvent au partage de l'éducation. Quand il y a chez d'autres espèces de singes, comme les ouistiti, finalement, on est plus proche des ouistiti que des chimpanzés sur ce plan-là, hein, même si phylogénétiquement, on est beaucoup plus éloigné. C'est les singes du Nouveau Monde, les ouistiti d'Amérique. Eh bien, ils ont des formes de reproduction et d'organisation de l'éducation des bébés plus proches des nôtres que les chimpanzés. C'est-à-dire qu'ils pratiquent l'éducation partagée. Alors que chez les chimpanzés, le bébé grandit en contact de sa mère pendant plusieurs années et de façon exclusive, avec aucun partage, les humains se distinguent par une éducation partagée. La mère accepte de partager le soin avec d'autres personnes chez toutes les sociétés humaines, et c'est même totalement indispensable. En fait, les bébés humains sont dans un tel état de dépendance et d'immaturité à la naissance qu'ils demandent un effort énergétique énorme qu'une femme seule ne pourrait pas assumer. C'est pour ça que nous éduquons collectivement les bébés chez les chasseurs-cueilleurs avec de nombreuses personnes dans la moitié du temps qui s'occupent du bébé, et puis dans les sociétés industrielles avec les crèches, l'école, etc. Et ça a des implications sur le plan de la communication. Chez les chimpanzés, il n'y a pas de mode de communication particulier avec les bébés. Par contre, chez les humains, oui, il y a ces études qui le montrent, et chez les marmousets également, c'est-à-dire marmousets et ouistiti. Chez les ouistiti, donc, on a eu un code de communication différent avec les bébés. C'est lié au caractère coopératif de notre éducation des bébés. Donc nous avons ces dispositions, nous humains,
à prendre soin d'autres bébés que les nôtres. Et on a développé une façon de communiquer avec eux pour les mettre en confiance, même si on n'est pas leur mère ou leur père. Et ça, c'est très important, parce que ça nous a ouvert à énormément de choses autour de nous. Ça a facilité nos capacités à adopter, à prendre soin de petits êtres bizarres, parce que les bébés sont très bizarres, même si, évidemment, on en perd un peu conscience quand on doit s'en occuper. Mais si on réfléchit, les grandes définitions de l'humanité, c'est un être qui possède le langage, un être politique, un être qui a des conventions, un mammifère qui se tient sur deux pattes, la station debout, la consommation de nourriture cuite, donc la maîtrise du feu. Tous ces critères, les bébés ne l'ont pas. Et pendant de nombreuses années, en fait, pour certains de ces critères. Comme la cuisson de la nourriture, voilà, jusqu'à 15 ans, même plus, les enfants ne sont pas capables de se nourrir eux-mêmes. Voilà, les adolescents, chacun peut en faire l'expérience, et de plus en plus tard, en plus. Voilà, c'est totalement différent des autres espèces de mammifères. Des moutons, par exemple, j'ai des moutons chez moi. Bon, ben, l'agneau, en quelques minutes, on est dans une région pastorale ici, donc vous le savez sans doute, en quelques minutes, l'agneau, après la naissance, il marche. Il va courir et puis il commence à brouter un petit peu d'herbe en quelques jours. Et puis en un an, il est adulte. Donc chez l'humain, voilà, on a une très très lente maturation des individus et ça nécessite de se mettre tous ensemble pour en prendre soin. C'est ce que dit le fameux proverbe africain, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Voilà, alors je finis cette réflexion. Ça nous ramène aux animaux, pourquoi ? Parce que le fait qu'on soit ouvert à d'autres petits êtres pour en prendre soin, eh bien, il y a des êtres non humains qui se sont introduits dans cette brèche, qui en ont profité et qui nous ont fait les yeux doux. Des bébés chiots, c'est des louveteaux à l'origine, mais il y a aussi des bébés singes. À travers le monde, en fait, toutes les sociétés humaines adoptent des petits bébés d'autres espèces, en prennent soin, les traitent comme des enfants, en fait, véritablement. Il y a le fait que dans beaucoup de régions, des femmes les allaitent pour des petits mammifères, des oursons, des kangourous, des opossums, des marcassins, de très nombreux exemples sur tous les continents, montrent que voilà, notre ouverture à l'adoption des bébés nous a également ouvert beaucoup plus largement que ça au monde vivant qui nous entoure. Donc c'est ça les attachements. Alors justement, dans la deuxième partie de l'ouvrage qui s'appelle « Le pacte domestique », vous avez donc restitué différents mythes d'origine de la domestication. Il y a les histoires où les espèces viennent d'elles-mêmes aux humains, les histoires où un humain se sacrifie, d'autres où c'est une divinité qui va faire le don, on va dire, des plantes, des animaux et de l'espace nourricier. Mais il y a aussi des récits occidentaux. Et c'est là aussi où je voulais en venir. Ce pacte domestique, vous allez un peu en parler. Et comment il est un peu recouvert par des récits dominants en Occident qui ne voient pas cette réciprocité du pacte. Oui, bon, finalement, c'est une question massive pour qui s'intéresse à l'évolution des sociétés humaines et l'évolution de la planète. Comment est-ce qu'on en est arrivé à vivre aujourd'hui dans des écosystèmes dans lesquels, au niveau rien que de la biomasse, on est dans une surdomination des animaux domestiques et des humains. Aujourd'hui, les animaux sauvages, pour ce qui est des mammifères, représentent une petite part à côté rien que de nos bovins ou de nos volailles. Donc il y a eu un bouleversement fondamental du système Terre et de la biosphère lié à la domestication. Donc c'est capital comme question. C'est lié aux attachements, mais c'est une forme particulière d'attachement, la domestication. Est-ce qu'on peut même parler d'attachement? Est-ce que c'est pas plutôt une forme de domination, d'asservissement des espèces vivantes? C'est comme ça que c'est perçu dans beaucoup d'interprétations théoriques en Occident, qui mettent la domestication au cœur des évolutions des sociétés humaines. Pensez à Jean-Jacques Rousseau,
pour qui l'avènement de la domination parmi les humains, des inégalités, des hiérarchies, de l'esclavage, c'est une résultante d'un changement de rapport à la nature avec l'avènement de l'agriculture. Pour lui, l'esclavage imposé par des humains à d'autres humains, ça a pris pour modèle le traitement par les humains des animaux, des bœufs qui ont fait subir un joug pour les faire travailler. Donc, et ça reste très prégnant, cette idée-là, cette vision-là, que les humains vivaient dans des relations harmonieuses, égalitaires, entre eux et avec leur environnement, tant qu'ils étaient chasseurs-cueilleurs, et il y aurait eu un grand saut dans l'inconnu. Avec la domestication, l'humanité serait entrée dans des relations de domination sur la nature, et à l'intérieur même des sociétés humaines serait apparue la domination. C'est un peu notre mythe fondateur, en fait. On le voit répété chez des théoriciens actuellement, récemment, depuis Jean-Jacques Rousseau, et même avant, en fait. C'est un peu le mythe de la chute de l'âge d'or, et de la chute aussi, au sens religieux, la chute du paradis. Alors, on n'est pas les seuls, nous, à se poser ces questions-là, en fait, nous les Occidentaux. Beaucoup de populations, la plupart, à travers le monde, vivent en compagnie et dans la dépendance de plantes et d'animaux domestiques. Alors comment eux, ils répondent à cette question-là? Comment ils l'envisagent? Elle les préoccupe également. Il n'y a pas besoin d'avoir des archéologues pour s'intéresser aux origines de nos sociétés, aux origines de notre mode de vie. Alors ils y répondent par des mythologies qui peuvent se regrouper en trois grands pôles qui sont, comme vous l'avez évoqué, d'abord, les animaux sont venus par eux-mêmes. Alors ça, c'est par exemple le cas chez les peuples chez qui j'ai travaillé en Sibérie, pourquoi ils ont des rennes domestiques qui sont fondamentaux dans leur rapport au monde, puisque le renne fournit le lait, le moyen de transport, la viande quelquefois. Le renne est un ami, un compagnon et un moyen de subsistance dans la forêt boréale. Eh bien, il y a des mythes qui racontent qu'il y avait une dame dans un campement, le chasseur-cueilleur, qui allait uriner. Et puis, des rennes ont été intéressés, sont venus lâcher l'urine. Alors, elle a remarqué ça, ils étaient curieux, elle était curieuse aussi, elle est allée uriner un petit peu plus proche du campement. Et comme ça, de jour en jour, les rennes se sont rapprochés du campement. Et là, ils étaient finalement d'une relation déjà de familiarité. Elle leur a proposé un pacte. Elle leur a dit, moi je vais vous donner du sel, de l'urine, et puis vous pourrez nous donner du lait, un moyen de transport. Ça, c'est un mythe qui nous raconte l'origine du mode de vie d'une société qui est devenue des éleveurs de rennes, c'est la façon dont ils le conçoivent, sous le modèle donc d'un pacte, avec un échange de bons procédés, avec des intérêts qui sont partagés. Il est nécessaire pour cette population que chacun y trouve son compte. En fait, c'est pas rare comme histoire. Vous avez la même histoire chez les Peuls. Comment ils expliquent le fait qu'ils vivent avec des vaches? Eh bien, ce sont les vaches qui ont été attirées par les campements, par la présence des foyers, des humains, qui émettent de la fumée et qui chassaient les moustiques et qui effrayaient les prédateurs. Donc elles sont venues par choix, parce qu'elles ont trouvé là de la sécurité. Vous avez de nombreuses histoires de ce type à travers le monde qui nous montrent le fait que les plantes ou les animaux sont des agents du processus de domestication. C'est très différent du modèle occidental dans lequel c'est l'humain qui a changé d'attitude à un moment, qui a pris le contrôle, et donc qui est agent face à des êtres qui sont passifs. Et d'ailleurs, on a cette expression dans les langues occidentales avec le verbe domestiquer. L'homme a domestiqué le chien, mais alors en quel millénaire? L'homme a domestiqué la chèvre, mais en quelle région? Est-ce que c'est en Iran ou est-ce que c'est en Turquie? Voilà la façon dont on se pose les questions généralement, sans se rendre compte que rien qu'en posant la question de cette façon-là, avec le verbe domestiquer, on a déjà un schéma explicatif tout fait, avant même d'avoir interrogé les choses. Or, le verbe domestiquer, il se répand en France au XIXe siècle. La notion de domestication se répand en France récemment sous l'influence de Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. Ça veut dire que pendant des millénaires, les humains ont vécu avec des plantes et des animaux domestiques sans penser qu'ils les avaient domestiqués. C'est très important d'en prendre conscience
Parce que pour nous, ça paraît totalement évident que ce sont les humains qui ont domestiqué, c'est-à-dire asservi, mis à leur usage, les plantes et les animaux. Et en réalité, on peut tout à fait vivre, et la plupart des humains, des sociétés humaines, ont vécu avec des plantes et des animaux domestiques sans penser qu'ils les avaient asservis. Donc comment ils pensaient ça? Eh bien que c'est un pacte. Ça a des implications morales que vous imaginez bien immédiatement. S'il y a un pacte dans lequel se sont engagés les humains et les reines, il faut le respecter. Et donc les humains ont des obligations morales à l'égard des reines chez les Tuva et les Toju, chez qui j'ai travaillé, puisque les reines peuvent, si des humains rompent ce pacte, les reines aussi vont rompre le pacte. Oui. Donc, autre grand type d'explication, c'est qu'un humain s'est sacrifié, ou un ancêtre fondateur. Sa famille dépérissait, ses enfants n'avaient plus à manger. Il a dit amenez-moi dans la forêt, coupez-moi en morceaux, et vous verrez. Et c'est ainsi que sont apparus dans les mythes des Amérindiens le maïs, les courges et d'autres aliments, sources de nourriture. Mais c'est aussi un mythe qu'on trouve à propos de l'origine des bovins mitans en Asie du Sud-Est. C'est une forme de mythe d'origine du renne en Sibérie, une autre variante chez les Evinques. Là, c'est l'ours qui s'est sacrifié, qui a dit à une jeune femme « Tu peux me tuer, tu me couperas en morceaux, et telle partie, mon estomac va devenir la selle, mes intestins vont devenir des rennes, etc. » Donc c'est à partir du corps d'un être qui, par générosité, s'est sacrifié que les humains ont pu gagner leur nourriture. Donc là, implication morale, reconnaissance, endettement des humains face à des fondateurs, face à leur milieu vivant. Et puis, troisième type, c'est plutôt des divinités ou des esprits qui ont offert aux humains, généreusement, le maïs ou le blé, dans un acte de générosité. Et donc là, à nouveau, endettement, nécessité pour les humains d'entretenir une relation de gratitude à l'égard des céréales et des esprits des céréales ou des divinités ou de dieux dans des rituels agraires que l'on retrouve dans toutes les sociétés paysannes. Donc dans toutes ces mythes traditionnels, on voit que l'humain n'est jamais le seul agent. Il est un agent parmi d'autres, avec des espèces domestiques elles-mêmes, mais aussi des divinités, des aides, des puissances invisibles du cosmos. Et donc il y a ce grand tournant des Lumières où on retourne à des récits anthropocentrés, donc où il n'est question que de l'homme démiurge qui domestique le monde et qui n'a de compte à rendre qu'à d'autres humains ou qu'à lui-même. Alors comment ça se passe, ce grand tournant qu'est-ce que ça peut générer en termes déjà d'idéologie, mais aussi tout simplement d'organisation sociale, puisque c'est quand même aussi le cœur de l'ouvrage, c'est une explication de l'organisation sociale, de l'origine des structures sociales dans lesquelles nous sommes pris. Alors qu'est-ce qui se passe? Je pensais surtout à cette histoire des réseaux dans cette allée et aussi comment ça se... Alors, c'est deux questions séparées. Déjà, la question de l'origine de notre mythe moderne de la domestication. Parce que constatant, d'abord, mon expérience de terrain, c'est que chez les Tuva, Toju, c'est pas du tout les mêmes histoires qu'on raconte sur l'origine des animaux domestiques. Ensuite, je fais de la comparaison à travers le monde et on voit que les Tuva ne sont pas du tout une exception, et que finalement, c'est nous l'exception des Occidentaux. Et donc, la question, nécessairement, c'est mais d'où vient notre mythologie à nous? À quand remonte-t-elle? Est-ce que c'est le christianisme? Non, puisque dans les récits bibliques et dans les interprétations, les cosmologies paysannes chrétiennes, les animaux domestiques ne sont pas créés par les humains, ils sont créés par Dieu dès le commencement. Donc on a ces visions, ces tableaux, ces enluminures très très déstabilisantes dans lesquelles nous voyons Dieu qui crée dès l'origine différentes races de chiens, qui créent dès l'origine des moutons blancs, donc des animaux domestiques créés dès l'origine du monde tels quels et non pas du tout pris en main, façonnés par les humains. Donc à partir de quand on a cette idée que l'humain a façonné
des espèces particulières. Eh bien, elle se développe, elle est théorisée vraiment par Buffon au XVIIIe siècle dans son Histoire naturelle, où il affirme, par exemple, à propos du blé, que le blé, c'est une amélioration faite par les humains à partir de l'ivraie, probablement, de plantes de plantes qui ressemblent au blé et qui n'en sont pas parce qu'elles sont très inférieures. Donc là, on a un renversement par rapport aux cosmologies paysannes. Dans les cosmologies paysannes, Dieu a créé le blé avec du grain de la racine de la terre jusqu'au sommet de l'épi. C'est dans des mythes français. Et puis, les humains n'ont pas justement ce qu'on évoquait, cette attitude de gratitude et de respect par rapport à ce don divin qu'est le blé. Il y avait une telle abondance du blé, et donc de la farine et du pain, que les gens torchaient leurs enfants avec du pain. Donc sacrilège qui a été puni par Dieu, qui, avec ses doigts, s'est mis à tirer sur le blé, faire tomber tous les grains, jusqu'à ce qu'un ange l'arrête et lui dise « Non, garde un peu de grain pour les pauvres et les chiens ». Et c'est pour ça qu'on a quand même un petit peu de grain qui reste au bout de l'épi. Donc, dans cette conception-là, paysanne, française, l'humain n'a pas amélioré le blé. Au contraire, par son manque de gratitude et de respect envers le vivant, il l'a dégradé. Donc, rupture totale avec Buffon, qui affirme que la création divine, elle est imparfaite. On a l'ivraie, on a des mauvaises herbes, et que par contre l'humain a amélioré. Et effectivement, on est dans cette période des Lumières, chez les scientifiques, les philosophes, de tout d'un coup prise de confiance extraordinaire de l'humain dans ses capacités à se prendre en main lui-même, mais aussi à prendre en main la nature et à l'améliorer. Cette notion d'amélioration est fondamentale de cette époque, et elle va s'appliquer au vivant de façon générale, avec c'est à la fois un mouvement théorique sur les origines préhistoriques, même si on n'emploie pas ce terme-là, mais tout d'un coup les gens se mettent à penser que c'est les humains qui ont créé, qui sont des espèces d'autres créateurs. À côté du créateur divin, il y a un autre créateur qui est l'humain. Et en même temps, ils font de la pratique. C'est-à-dire que Buffon et Daubenton ont tâché d'améliorer le cheptel au vin français à cette époque-là, par des expérimentations de croisement des animaux, par la généalogie, par le fait de faire venir des géniteurs d'autres régions, d'Espagne, d'Afrique du Nord, pour améliorer les capacités productives, marchandes du cheptel au vin. Le but, c'était de faire de la laine de grande qualité, laine super fine, type mérinos. Donc c'est ce qu'on a appelé la mérinisation du cheptel français, entreprise à partir de ce moment-là et finalement menée à bien sous Napoléon. Donc voilà, un travail d'amélioration du vivant qui a conduit, on se rend compte maintenant, à une disparition de très nombreuses races et cultivars locaux, donc une perte catastrophique en fait sur le plan génétique. On est maintenant avec un appauvrissement génétique, une consanguinité extrêmement forte et très inquiétante pour le cheptel mondial. Par exemple, les vaches, du point de vue des généticiens, elles sont équivalentes en termes génétiques à une espèce en voie de disparition tellement elles sont pauvres. C'est paradoxal parce qu'elles représentent une masse énorme de la biomasse vivante sur Terre, et pourtant en termes de variabilité génétique, c'est comme si elles étaient en voie de disparition. Pourquoi ? Parce que c'est quasiment des clones, en fait. Donc, et ça, c'est le résultat, la continuité de, tout d'un coup, ce sursaut des scientifiques au XVIIIe siècle qui disent, mais en fait, on est capable d'améliorer le vivant. Voilà. Oui, alors il y a au final dans cette rupture, on va dire moderne, avec anthropocentré. C'est la rupture moderne, voilà. On peut l'appeler comme ça. Donc il y a une pauvreté donc génétique, vous l'avez dit, mais il y a aussi donc une perte de savoir écologique qui va donc s'enclencher, on va dire, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voulais revenir sur ce que vous développez des réseaux. C'est des réseaux étalés, puisque là, on rentre vraiment dans des systèmes d'organisation
sociale et économique, et donc avec que ce soit l'élevage, mais aussi sur d'autres ressources. Donc comment se passe cet appauvrissement, on va dire, des savoirs en lien avec l'organisation sociale? Oui, alors réseau dense et réseau étalé, c'est très simple en fait. Je pars de l'expérience que j'ai faite sur mes enquêtes de terrain. En Sibérie, chez les Toju, Tuva Toju, éleveurs de rennes, dans la taïga, sur le haut Yenisei, ils utilisent de très nombreuses espèces autour d'eux pour produire leur nourriture, produire leurs vêtements, produire leur habitat. Ils vont utiliser des bouleaux, des mélèzes. Ils vont utiliser, chez l'ours par exemple, l'ours, il est chassé alors pour la viande est consommée, la graisse également, la fourrure donc sert à produire des vêtements, les ossements peuvent servir d'outils, les griffes, les canines peuvent servir de talismans, et l'ours il a aussi une fonction d'être mythologique. Les gens ne vont pas employer le terme habituel pour l'ours en forêt, aduk, mais le désigner par le terme irei, qui signifie grand-père maternel. Donc l'ours est aussi un ancien humain dans les mythologies. Donc, finalement, le réseau de cette communauté des Toju avec leur milieu vivant, c'est un réseau dense parce qu'il crée des liens entre l'humain et de très nombreuses espèces. Et puis, avec chacune de ces espèces, il y a plusieurs liens. Le lien est multifibre. L'exemple de l'ours, on a des usages alimentaires, techniques, rituels, mythologiques. Pour le bouleau également. Le bouleau est une source de nourriture avec la sève qui est récoltée. Il y a des usages techniques avec l'utilisation de l'écorce. Vous avez des utilisations comme combustible. Et puis, c'est aussi un arbre protecteur auquel on peut faire des offrandes de rubans, des rituels chez certains bouleaux sacrés. Il est un objet aussi poétique dans les chants chamaniques, qui le décrivent comme l'arbre aux feuilles d'or, on lui parle dans les chants des chamans. Donc voilà, lien multifibre, je ne vais pas multiplier les exemples, parce qu'on pourrait arriver à une centaine en fait. Et c'est ça qui fait un réseau dense. Approvisionnement, utilisation, technique, métabolique, et en même temps affective, empathique, avec de nombreuses espèces sur de nombreux modes. Mais on se rend bien compte que ce n'est pas exactement la façon dont nous vivons nos rapports à notre milieu vivant pour la plupart d'entre nous, avec un mode de vie plutôt urbain majoritairement en France mais dans le monde entier maintenant. Dans ces modes de vie urbains, nous dépendons pour notre alimentation de productions qui ne sont pas les nôtres, qui sont achetées au magasin. Pour nous chauffer, nous utilisons des énergies fossiles ou nucléaires. Donc nous dépendons de réseaux extrêmement longs. C'est plus un réseau dense, c'est un réseau étalé avec des sources d'approvisionnement lointaines. Donc nous n'utilisons pas notre milieu vivant pour nous approvisionner. Nous avons des relations avec, par exemple en ville, avec les arbres dans les parcs, avec des plantes, nous pouvons admirer, avec des animaux de compagnie ou avec les pigeons, les corneilles qu'on peut nourrir, mais il n'est pas question d'abattre un arbre en ville, un des beaux platanes là dans l'allée pour se chauffer, ni de piéger des pigeons pour les consommer. Donc on a perdu le rapport d'ordre alimentaire, métabolique avec le milieu vivant pour se focaliser sur un rapport d'ordre esthétique, affectif. Et ce n'est pas parce qu'on vit comme des anges, c'est parce qu'on a délégué à d'autres régions du monde, Afrique du Nord pour les tomates par exemple, l'uranium, l'Afrique lointaine, le pétrole du reste du monde, à travers des réseaux étalés. Et donc, comme vous le soulignez, pour que ça soit... C'est pas juste une question écologique, en fait. C'est une question politique. Parce que les sociétés humaines qui ont vu naître des réseaux denses, ce sont des sociétés qui ont des formes d'organisation sociale particulières. Pour qu'un réseau dense fonctionne, il faut qu'un certain pouvoir ait convaincu différentes populations de différentes régions de consacrer leur travail non pas à se nourrir elles-mêmes et à viser leur bien-être, mais à produire des objets
que j'appelle des objets détachés, qui vont pouvoir circuler à travers des réseaux denses pour nourrir une population urbaine, par exemple, ou pour apporter des objets de prestige pour un empereur, à savoir des bijoux, des coquillages précieux qui vont être travaillés, de l'orfèvrerie, y compris dans les empires, dans les États archaïques anciens, chez les Mayas ou à Rome. Donc il faut un pouvoir politique fort pour que puissent se mettre en place des réseaux écologiques étalés. Donc on a une corrélation stricte entre des évolutions des socio-écosystèmes et les évolutions des organisations sociales. À mesure que les populations locales, que les communautés locales se spécialisent dans la production d'objets détachés, à mesure qu'elles perdent leur autonomie alimentaire et métabolique en général, elles vont elles-mêmes dépendre pour leur survie d'approvisionnement venant d'autres régions. Donc elles sont intégrées, donc il y a un phénomène d'intégration impériale ou étatique grâce à ces réseaux qui, en même temps, consolident le pouvoir central, puisque du fait de leur dépendance, ces communautés locales ne pourront plus faire sécession. La plupart des sécessions, elles se font quand vous avez des populations comme celles que j'ai étudiées en Sibérie, qui vont pouvoir partir dans la forêt, qui vont pouvoir tourner le dos à l'État, au marché. Comment est-ce que c'est possible ? C'est possible quand elles ont effectivement les savoirs écologiques, les compétences qui leur permettent en forêt de se nourrir. La plupart d'entre nous, si on va en forêt, on va pouvoir faire une belle promenade, mais on aura du mal à survivre plusieurs jours. Pourtant, il y a plein de choses comestibles dans nos forêts tempérées, mais nous ne savons pas les identifier. Donc, nous sommes privés de ces savoirs écologiques qui sont fondamentaux pour le fonctionnement des réseaux denses, mais aussi fondamentaux pour l'autonomie politique des communautés locales. Voilà, donc comment se fait ce lien sur le plan théorique entre réseaux socio-écologiques denses, réseau étalé, et puis construction de l'État. Et dans l'ouvrage, je donne plusieurs exemples un peu plus concrets sur comment ces basculements ont pu se faire. Par exemple, à Hawaï, avec l'émergence de véritables royautés sacrées, dans une île qui a été peuplée, on sait à quelle date, par des gens qui n'avaient pas d'État centralisé, qui avaient des hiérarchies, et donc comment des réseaux denses ont pu être remplacés par des réseaux étalés. D'autres exemples, à Madagascar, en Asie du Sud-Est, on a des exemples inverses, d'effondrement des réseaux étalés, puisqu'on n'est pas obligé d'adhérer à une vision évolutionniste dans laquelle nécessairement il y a étape 1, étape 2, chasseurs-cueilleurs, agriculteurs, société urbanisée, esclavage, capitalisme. En réalité, nous avons également des exemples de passage de réseaux étalés à des réseaux denses, avec des effondrements des réseaux étalés. Exemple extrêmement bien documenté et qui nous concerne, c'est l'Empire romain, qui était fondé sur des réseaux étalés mettant en contact des productions d'objets détachés d'Asie, d'Afrique et d'Europe. Donc on est dans le premier système intercontinental, avec aussi les premières véritables pandémies qui sont le produit direct de ces réseaux étalés et qui conduisent finalement, avec d'autres facteurs, invasion, changement climatique, qui conduisent et massivement la peste, les différentes pestes, à l'effondrement de ce système. Et ce qu'on observe, c'est pas forcément une catastrophe totale pour tout le monde. Bon, c'est une catastrophe en milieu urbain. Rome se vide, mais dans d'autres zones, l'esclavage disparaît. Dans les zones rurales, les villas qui étaient fondées sur l'esclavage, on va avoir à la place des petites communautés villageoises beaucoup plus autonomes. Surtout avant l'avènement du féodalisme. Donc dans ce haut Moyen-Âge, période très très intéressante, on voit des métamorphoses sociales mais aussi écologiques avec un réensauvagement, véritablement, la forêt qui renaît, mais aussi des pratiques dans l'agriculture même, à l'intérieur de l'agriculture, des transformations avec une grande diversité, agrobiodiversité, grande diversité des espèces cultivées, des cultivars,
Le seigle qui se répand, notre pain noir, le pain de seigle, c'est un héritage de cet effondrement de l'Empire romain et d'une autonomie paysanne. Les châtaigneraies également, voilà, une source de nourriture simple, locale, pour les paysans, qui n'est pas destinée à l'exportation, comme l'étaient les productions de blé, de la triade romaine, du blé, de l'olive et du vin. Donc on a des fluctuations. J'étudie aussi le cas de la chute de l'URSS, qui est assez comparable à la chute de l'Empire romain, avec cette différence que là j'ai pu mener des enquêtes de terrain puisque c'est il n'y a pas très longtemps, et donc on a été nombreux à assister à ce qui s'est passé à ce moment-là, avec ce retour aux forêts, cette réappropriation d'autonomie politique par de nombreuses communautés autochtones. Avant de passer la parole au public, justement, ma dernière question parle de ça, c'est-à-dire de ce que vous appelez des rattachements, donc le passage des réseaux étalés aux réseaux denses, qui ne serait pas forcément un retour en arrière, puisque même si on peut mobiliser des réseaux denses, des savoirs écologiques, parfois on en manque. On les a oubliés, donc il faut aussi se réapproprier, réapprendre et parfois peut-être bricoler ou réinventer ces réseaux denses. Est-ce que résister aujourd'hui, ce ne serait pas redensifier justement nos milieux de vie? Oui, alors tout à fait. Déjà, il est vraiment important, et j'essaie de le faire dans le livre, de se libérer d'une vision unilinéaire du temps, où on avancerait comme ça, on chemine sur un même chemin, toutes les sociétés, puis il y en a qui sont plus ou moins en retard, et puis nous on est vraiment devant tout le monde, dans un seul sens, sans aller-retour. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu moi très fortement par mes expériences de terrain en Sibérie, où là ça n'avait plus aucun sens, cette idée d'aller vers l'avenir. Des gens qui ont été éduqués, élevés dans une vision très unilinéaire, puisqu'ils étaient eux aussi devant tout le monde, chacun pensait être devant tout le monde, à créer le paradis rouge en URSS, à construire un avenir qui serait celui de toute l'humanité, en modernisant le rapport au vivant avec l'insémination artificielle. Nous devons ça à l'URSS, hein, c'est inventé en URSS et c'est copié ensuite par les pays capitalistes. Et puis l'amélioration de l'humain aussi, l'homo soviéticus, en rompant tous les liens d'attachement. C'est une vraie politique là de détachement, d'arrachement. Et finalement, tout ça s'est effondré. Et du coup, la flèche du temps, on ne comprend plus où elle va. Et en fait, elle ne sait pas même qu'elle revient en arrière. Parce qu'ils ne reviennent pas au temps pré-soviétique. L'héritage soviétique est encore là. Il y a encore les statues de Lénine, les rues Gagarine, et aussi les nouvelles technologies qui sont coprésentes avec une réappropriation de techniques de subsistance, avec la chasse, avec la cueillette, avec des pratiques chamaniques qui étaient censées être reléguées à un passé définitivement disparu et qui en fait sont réapparus et qui ont permis aux gens de garantir leur bien-être et la transmission culturelle aux jeunes générations. Donc mon but n'est pas de proposer des solutions, de donner en exemple évidemment, mais de constater qu'il y a différentes formes de redensification, le terme est juste, qu'on observe à travers le monde, y compris chez nous, avec beaucoup d'initiatives dans les milieux ruraux, avec plein de jeunes qui vont s'installer en maraîchage, par exemple, ou également en ville, avec la redécouverte de résonances possibles en ville. Il faut songer que Paris était plus peuplé il y a un siècle qu'aujourd'hui, et pourtant Paris était beaucoup plus autonome et avait des réseaux plus denses. Il y avait évidemment des réseaux étalés, mais la production maraîchère, elle était largement locale, avec les maraîchers parisiens, pour une population plus dense. Donc il n'y a pas de corrélation nécessaire. On pense toujours, oui, mais vous savez, avec des grandes populations, ce que vous dites, c'est bien pour des toutes petites populations de nomades dans la forêt, mais dès qu'on est sur des grandes populations, c'est plus possible d'avoir des rapports riches au milieu vivant. Eh bien si, Paris était plus peuplé en 1910 que maintenant,
Et il y avait un réseau extrêmement nombreux de maraîchers. Et alors ces techniques-là, ces savoir-faire, aujourd'hui, ils sont redécouverts par les pionniers de techniques maraîchères bio-intensives qui s'inspirent, qui rééditent les ouvrages des maraîchers parisiens du milieu du 19e siècle. Donc il y a des savoirs qui peuvent être remobilisés, redécouverts, réinventés. Ce qui est rassurant forcément chez l'humain, c'est que chaque génération est neuve. Chaque génération amène ses capacités écologiques, ce que j'appelle l'intelligence écologique. C'est qu'on observe chez les bébés à chaque génération et les jeunes enfants, capacité à entendre le chant des oiseaux, à observer les animaux, à s'intéresser aux végétaux, à s'émerveiller. Et avec un désir d'apprendre extraordinaire, de pratiquer, de produire des choses soi-même avec ses mains. Ce désir, il est là, il est présent. Il faut juste lui donner la possibilité de s'épanouir. Et c'est là que les adultes ont une réflexion à avoir sur des formes de transmission, d'éducation, d'expérimentation diversifiées. Et les projets sont nombreux à travers le monde. Nous allons prendre un petit temps d'échange avec la salle. On va dire, je sais pas, on peut prendre 3 questions, 4 questions. Voilà, il faut oser. En tout cas, en attendant que certains intervenants se décident, moi j'avais peut-être une réflexion un peu plus générale sur l'anthropologie. J'ai l'impression que l'anthropologie actuellement suscite de plus en plus d'intérêt, on va dire. Est-ce que vous le constatez? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez du point de vue de la société civile? En tout cas, est-ce que cette discipline tend à être de plus en plus entendue aujourd'hui? Eh bien, pour moi, elle m'a toujours intéressé, donc je ne sais pas, c'est après au public de dire. Mais moi, ce que j'ai constaté dans la réception de mon livre « L'animal et la mort », beaucoup de personnes m'ont dit on a besoin d'anthropologie. Et j'en suis convaincu, notre société a besoin d'anthropologie, oui. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pourriez faire le lien entre ce que vous avez observé des pratiques chamaniques et des animaux? Parce qu'on parle d'animal totem, que chaque personne serait en lien particulier avec la qualité, ou en tout cas une qualité qui serait un animal particulier. Est-ce que vous avez pu observer ça sur le terrain? Alors non, la notion d'animal totem, c'est en Amérique du Nord ou en Australie, mais pas en Sibérie, non. En Languedoc, nous avons des animaux totémiques aussi, mais ça, peut-être on y reviendra. Bonjour, j'avais une question. J'ai pas bien compris entre les 3 mythes qu'on s'est racontés, nous les humains, pour expliquer la domestication. J'ai pas bien compris sur les populations, sur les Occidentaux, ce qui explique notre relation actuelle à la domestication, où on a très peu de respect par rapport à ça. Donc j'ai pas compris le lien entre le mythe et ce qu'on fait actuellement avec... Alors, c'est un lien vraiment historique, il y a une corrélation historique incontestable, empirique. Donc voilà, je citais ces 3 grands pôles mythiques, dans lesquels il y a aussi eu l'Occident dans les cosmologies paysannes et dans le christianisme. Et puis il y a une sortie de ces explications mythiques avec Buffon et l'idée que c'est l'homme qui a créé, façonné les plantes et les animaux domestiques. Comment cette idée-là a pu venir à Buffon, à son entourage et aux savants? C'est que tout simplement, il y avait des gens qui le pratiquaient. À partir du XVIIe siècle, il y a des pratiques chez Lord Cavendish qui théorisent l'amélioration des chevaux avec de la reproduction en consanguinité. C'est-à-dire qu'on va faire venir des étalons espagnols en Angleterre pour avoir des animaux, des chevaux de plus en plus prestigieux, de plus en plus hauts, et on va faire s'accoupler les pères avec les filles. Et alors là, problème, parce que du point de vue traditionnel, c'est une forme d'inceste. Et le cheval étant proche de l'homme, l'interdit religieux sur l'inceste devrait s'appliquer à lui. Et Cavendish va dire il n'y a point d'inceste chez les chevaux.
Donc voilà, on désinhibe en fait un certain nombre de choses, on se désinhibe, on entreprend des pratiques qui jusque-là étaient considérées comme immorales, interdites, dans une volonté d'amélioration, de prise de contrôle du vivant. Donc ça s'observe, que je donnais l'exemple sur les moutons et autres, c'est des pratiques en fait neuves, hein, complètement pionnières, qui apparaissent en Europe au XVIIe siècle, qui se répandent au XVIIIe, et on va créer toutes sortes de variétés de tulipes également en Hollande. Une multiplication des expérimentations. Vous avez des savants qui essaient de faire se reproduire des canards et des poules entre eux, des poules et des lapins. Ça va dans tous les sens. Et on se demande, est-ce que les poussins vont avoir des poils ou des oreilles ? On est dans une attitude voilà, de transformation, d'expérimentation du vivant qui donne lieu à aussi une nouvelle façon de concevoir les origines lointaines de la domestication. On pense que les humains ont fait ces expérimentations sur les loups, sur les chevaux sauvages, dans des époques antédiluviennes, dans des millénaires ou des centaines d'années auparavant. C'est une projection moderne. Ça, c'est important. En réalité, avec le recul, maintenant, on se rend compte que le XVIIIe siècle innovait totalement et a projeté ses propres attitudes sur l'ensemble des sociétés humaines qui l'ont précédé. Merci. Vous n'avez pas parlé, j'aurais voulu savoir l'importance que vous donnez aux deux filons de la structure de la société humaine, la société nomade et la société sédentaire. Parce que si les sociétés nomades ont comme caractéristique une sorte d'autogestion inévitable, au moins partielle, des relations, c'est avec le passage en société sédentaire qu'est né l'État, avec toutes les justifications que la mythologie donne de la domination, et le fait d'arriver à une relation avec les animaux, mais aussi entre les humains, de type concentrationnaire. Alors en fait, non, c'est plus compliqué que ça. Par exemple, le plus grand État que le monde ait porté, vous savez ce que c'est ? C'est Gengis Khan. C'est un État nomade, en fait, hein, qui allait de la Pologne à la Corée. Donc il n'y a pas de corrélation entre nomadisme et État. Et justement, voilà, on a des schémas un peu simples qu'il faut arriver à remettre en cause. Vous pouvez tout à fait avoir... il y a des sociétés sans État, évidemment, sédentaires, et pendant très longtemps, et il y en a encore. Et les sociétés paysannes étaient fondées sur des réseaux denses jusqu'au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, et encore dans certains lieux en Europe, avec par exemple... dans la société paysanne en pré-moderne, on va dire avant la révolution agricole du XVIIIe siècle, eh bien, une énorme autonomie, par exemple sur la construction. Les maisons bâties vraiment avec des matériaux locaux. La maison paysanne en colombage, c'est avec des arbres bûcheronnés dans la forêt, avec de la glaise recueillie sur place au moment où on creuse la mare, avec des chaumes pour la toiture, des roseaux qui sont récoltés dans les zones marécageuses. C'était le cas en Angleterre jusqu'au XVIIIe siècle. Et qu'est-ce qui change ? C'est que on a un assèchement des marais par des ingénieurs néerlandais pour mettre en culture des zones humides qui étaient extrêmement importantes pour les communautés paysannes. Donc tout ce qui va être l'approvisionnement pour faire la toiture, c'est plus possible. Donc comment on va faire ? Eh bien, il faut acheter des tuiles. Donc, il faut les acheter à la briqueterie. Et donc, pour ça, il faut de la monnaie. Pour avoir de la monnaie, il faut se spécialiser dans des cultures commerciales. Et donc, là, on a une entrée dans des réseaux étalés. Mais il n'y a pas intrinsèquement, vous voyez, nécessairement de État ou réseau étalé dans le monde sédentaire. Surtout que, bon, travaillant sur la Sibérie, sédentaire nomade, c'est complètement fluctuant. Vous avez des gens... qui sont devenus nomades récemment. Vous avez historiquement énormément de cas de peuples qui étaient éleveurs de rennes nomades, ils perdent leur bétail, ils deviennent chasseurs, cueilleurs, pêcheurs sédentaires. C'est pas vraiment une question, mais j'ai pu observer qu'il y avait un poireau dans la salle et j'ai pas observé. Je l'ai vu aussi. Voilà. Et j'étais curieuse de savoir combien il y avait d'espèces non humaines, animales ou végétales dans la salle.
Hein, qu'il se dénonce. Merci. Vous parliez tout à l'heure de linéarité. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on serait plutôt dans la fuite en avant? Et on a parlé d'amélioration. Et finalement, est-ce que ça ne se termine pas en détérioration? Oui, évidemment, c'est des questions qu'on est en droit de se poser. Que pose mon livre, par exemple, sur l'amélioration des cheptels. On a quand même perdu en variabilité génétique et toutes ces cultivars, ces races étaient le résultat de coévolution entre des humains, des graines, des animaux et des écosystèmes locaux, des territoires. Donc on avait là des adaptations, résultats de siècles, de millénaires de coévolution qui étaient précieuses. Donc quand aujourd'hui on n'a plus que quelques variétés de blé à travers la planète, qui sont totalement dépendants d'intrants chimiques, effectivement on s'expose à des risques très graves, parce que ça nous expose à qu'une maladie détruise l'ensemble des cultures. On a des épizooties également dans les troupeaux, donc qui, du fait de cet appauvrissement génétique, peuvent avoir des conséquences désastreuses. Donc on est dans une dépendance absolue là par rapport aux antibiotiques, à la chimie, avec les impacts qu'on connaît, et un appauvrissement des socio-écosystèmes à travers la planète, qu'on mesure avec la perte de biodiversité, mais comme anthropologue, ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'il faut parler de socio-biodiversité. Parce que la perte de la biodiversité, elle est due à quoi, massivement? À la perte de la variété, des mosaïques de production locale. Les résonances c'est pas qu'ils protègent la nature, c'est qu'ils créent véritablement des habitats. Quand vous avez des vergers, des vignes, des mares, etc., vous avez autant d'habitats pour de nombreuses espèces. Et ça, c'est lié à ce qu'on appelle des savoirs écologiques. Parce qu'il faut savoir faire un verger, de la vigne, de la châtaigneraie. C'est des savoirs qui sont liés à la transmission, à des langues. Et on a une érosion parallèle de la diversité du vivant et de la diversité des langues humaines, à des rythmes catastrophiques. Donc il y a une corrélation stricte, et qui fait qu'on est en fait dans un phénomène global d'effondrement de la diversité bioculturelle. Toujours la linéarité et la fuite en avant. Que penser d'une civilisation qui ne justifie le présent que par l'avenir, que par l'anticipation, que par l'innovation permanente? Comme si le savoir était uniquement devant nous à découvrir, alors qu'en fait il est également derrière nous, dans un passé tellement riche d'enseignements. Oui, c'est le problème de vision unilinéaire, qu'elle soit passéiste en disant tout ce qui est valable est derrière nous, ou au contraire futuriste en pensant qu'on va pouvoir résoudre tous les problèmes par des innovations. Le problème, c'est qu'on est inféodé à un axe unique, en plus pour l'ensemble de l'humanité, qui est contraire à ce qui définit l'humain. Ce qui définit l'humain, c'est la multiplicité des trajectoires, la capacité d'adaptation à des écosystèmes extrêmement variés, qui fait qu'on a pu se rendre présent, nous, Homo sapiens, de l'Afrique à l'Australie, au Groenland, en créant des cultures extraordinairement diverses, les aborigènes d'Australie aux Inuits de l'Arctique. Et donc, croire uniquement à l'avenir, qui est un avenir en fait extrêmement restreint, qui est un avenir dans lequel les solutions, ça va être une solution, intelligence artificielle ou aller vivre sur Mars pour l'ensemble de l'humanité, c'est renoncer à ce qui fait la richesse même de l'humain et ce qui a fait la résilience des sociétés humaines jusqu'à présent, à savoir leur adaptation à des écosystèmes variés et ne pas imposer un même mode de vie ou une même source d'alimentation, une même langue dans l'ensemble des écosystèmes humains. Merci Charles Stepanov pour cette conférence.